Sur l'évolution du secteur maritime en matière de réduction des polluants atmosphériques. Donc on poursuit cette problématique environnementale côté maritime cette fois-ci. Autour de la table, nous retrouvons Pierre-Antoine Villanova, directeur général du Corsica Linea. Bonjour. Bonjour. Alexandre Hadjadj, spécialiste marine pour Helvetia. Bonjour. Et Xavier Lossac, vous êtes spécialiste corps de navire pour AGCS. Bonjour. Bonjour. Et je vous laisse la parole pour introduire cette table ronde. Merci beaucoup. Vaste sujet que les émissions atmosphériques par les navires, c'est un sujet mondial puisque depuis 50 ans et le sommet de la Terre de Stockholm, c'est un enjeu pour la planète, ces émissions atmosphériques. Pendant longtemps, le monde maritime est resté un petit peu à la marge de cette évolution et à partir de 2005, en fait, et le protocole de Kyoto qui renvoie vers l'OMI la volonté de créer des normes, des quantifications de ces émissions. Donc c'est vraiment un petit peu plus tard que le monde maritime et le monde aérien également sont intéressés à cette problématique. Aujourd'hui, le transport maritime, c'est plus ou moins 940 millions de tonnes d'émissions. C'est un chiffre qu'il faut relativiser. Pourquoi le relativiser? Puisque c'est 11 milliards de tonnes de marchandises transportées par an. Donc ramener à la tonne transportée, c'est quelque chose d'assez, non pas anodin, mais d'assez limité. On peut dire aujourd'hui également que ces émissions de CO2 représentent moins de 5% des émissions globales mondiales. Donc on est dans un phénomène qui est quand même pas à la marge, mais qui est très 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 limité. Conscient de ces enjeux environnementaux et sociétaux, l'Organisation maritime internationale a décidé donc de mettre en place un certain nombre de mesures. La plus fameuse de ces mesures, c'est la mesure IMO 2020, qui a été mise en place au 1er janvier 2020, qui fait partie de l'annexe 6 de la Convention Marpol, qui avait été signée auparavant. Cette annexe 6 n'étant entrée en vigueur véritablement qu'en 2005. Donc IMO 2020, c'est vraiment la nouvelle grande réforme en termes d'émissions pour le maritime, avec un objectif de réduction des émissions d'oxyde de soufre dans l'atmosphère. L'objectif étant de réduire de 85% ces émissions de soufre, ce qui représenterait plus ou moins 8,5 millions de tonnes métriques par an. Ces réductions également se sont faites non pas par, je dirais, par des réductions simplement de ces émissions, mais également par la mise en place de zones dites de zones CK, où, avec limitation finalement des émissions. Il y a 4 zones aujourd'hui dans le monde où on limite les émissions atmosphériques. C'est la mer Baltique, c'est la Manche, mer du Nord, la côte ouest des États-Unis et la côte est des États-Unis et du Canada également. Donc l'objectif de ces zones, c'est effectivement de protéger l'environnement marin, mais également les populations littorales, toute l'activité autour de ces zones réglementées. Donc dans cet atelier, finalement, on va aborder ce sujet de 2 côtés différents. Monsieur Villanova va nous expliquer la vision de cette norme vue de l'armateur, l'enjeu de société, l'enjeu environnemental, mais également un enjeu financier non négligeable pour le monde maritime. On parlera ensuite des conséquences pour les assureurs de cette nouvelle norme. Est-ce qu'il y a eu vraiment une augmentation des sinistres? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut se passer dans l'avenir, puisque c'est une norme qui est très récente? Nous avons vécu une crise en 2020, une crise relativement importante, où le shipping s'est un petit peu ralenti. Donc nous sommes aujourd'hui un petit peu dans l'attente face à ces nouvelles technologies et ces nouvelles normes. Donc c'est Alexandre Hadjadj qui nous fera part de ses avis techniques sur ces nouvelles normes. Donc je vais, dans un premier temps, inviter M. Villanova à nous exprimer le point de vue de l'armateur sur cette nouvelle norme. Merci à vous. Corsica Linea, c'est un armateur assez récent, vu que notre entreprise a juste 5 ans. Et donc on a eu la chance, à la création de l'entreprise, de pouvoir fixer un cap, fixer une culture, fixer une vision de notre entreprise, vu qu'on est une entreprise assez récente. Et dès le début de la création de cette entreprise, on a choisi de mettre 3 sujets au cœur de la vision d'entreprise et de la raison d'être de cette entreprise. Et vous allez voir à travers ça que la vision que l'on a de la transition environnementale n'est pas une vision liée à la contrainte, aux nouvelles normes, mais vraiment qui est guidée par la vision qu'on a de cette entreprise à long terme. Les 3 sujets qui ont guidé la création de cette entreprise, la première, c'est la satisfaction du client qui est essentielle pour nous.
surtout en sachant d'où on venait et l'entreprise que l'on avait reprise. Donc rapidement, on a retourné cette boîte, on l'a mise en dynamique en mettant le client au centre de tout. Ce qui fait que maintenant, on est classé 5e sur 21 en Europe en termes de satisfaction client, ce qui fait qu'on a réussi à avoir 15% de croissance par an parce que les clients s'y reconnaissaient et l'offre que l'on proposait aux clients matchait avec leurs attentes. Le deuxième pilier important de notre entreprise, c'est la vision sociétale de notre entreprise. J'insiste beaucoup sur ce sujet à chaque fois, c'est qu'on dessert deux territoires de la République, la France et la Corse, et on ne conçoit pas de le faire autrement qu'avec du marin français, en battant le pavillon français. Donc ça, c'était essentiel pour nous de mettre cette ambition sociétale, cette ambition de faire croître le pavillon français au centre de notre stratégie. Ça veut dire aussi qu'on va préférer développer de l'activité avec des PME du port de Marseille plutôt qu'avec des grandes entreprises multinationales qui ont aussi une petite antenne sur le port de Marseille. C'est vraiment cette vision-là qu'on a essayé d'inculquer depuis le début. Et le troisième sujet, qui n'est pas lié à une contrainte, mais qui est une vision qu'on a. J'ai travaillé, moi, 20 ans dans l'environnement avant de devenir armateur. C'est l'ambition de cette transition environnementale. J'ai la chance d'avoir des actionnaires qui sont des entrepreneurs et pas des investisseurs, je dirais, donc qui nous laissent le temps. Et les directives sur lesquelles on s'est mis d'accord, c'est on se donne 10 ans pour créer une belle entreprise. C'est-à-dire que pendant 10 ans, je peux réinvestir l'intégralité de mes profits dans la transition environnementale. C'est ce qu'on a choisi de faire. On a eu une vision de la transition environnementale qui a été assez pragmatique. On n'est pas des gens qui allons innover, mais on est des gens qui vont mettre en place de façon assez rapide et mécanique des technologies qui existent et qui ont déjà été éprouvées. On s'appuie sur un mix énergétique autour de 3 solutions assez classiques finalement. L'électrification des navires à quai. On a la chance dans le port de Marseille d'avoir un port qui est assez innovant sur ce sujet. Notre confrère de la Méridionale est aussi assez innovant sur le sujet. Donc on a 3 de nos navires qui sont électrifiés maintenant et qui, quand ils se connectent à quai à Marseille, peuvent se connecter de façon électrique. La mise en place de traitement de fumée sous forme de scrubber, deuxième point, pour réduire donc le niveau de nos émissions en soufre, et la commande d'un navire neuf au gaz naturel liquéfié. Et j'y réfléchissais récemment, on est un des rares armateurs français à avoir mis en place les 3 solutions, l'électrification à quai, le traitement de fumée par scrubber et l'achat d'un navire neuf au gaz naturel liquéfié. Alors, si je rentre un petit peu, donc c'est ça qui guide l'ensemble de nos décisions, le client, l'ambition sociétale à travers l'amour qu'on a du pavillon français et la volonté de réussir cette transition environnementale. Si on va un peu plus en détail sur la transition environnementale, on a vraiment décidé de mettre le paquet et d'investir lourdement et fortement, donc pendant 5 à 10 ans, l'ensemble de nos bénéfices dans cette transition environnementale. Le fait d'avoir cette vision fait qu'on arrive à avoir des banques qui comprennent que notre vision d'entreprise n'est pas factice, elle est réelle, et donc qui nous suivent par rapport aux valeurs que l'on projette, les valeurs qui sont celles de notre entreprise. Donc on arrive, ce qui nous permet de financer cette transition environnementale, parce que, en réalité, nos valeurs sont dans l'air du temps, si j'ose dire. J'imagine que vous aimez les tomates, je fais toujours cette référence. Il y a des gens qui veulent acheter des tomates pendant toute l'année le moins cher possible. Et puis il y a une partie croissante de la population, qui est sûrement celle qui est toujours la plus moderne, qui veut acheter des tomates pendant la saison des tomates. Si elles sont produites localement, c'est encore mieux. Et si elles sont bio, n'en parlons pas. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans le maritime, c'est projeter un projet d'entreprise qui soit obsédé par les clients, obsédé par l'emploi local et par la transition environnementale, ce qui fait que les clients s'y reconnaissent, mais aussi les parties prenantes, les assureurs, comprennent que notre démarche, c'est une démarche réelle. Donc on arrive à liguer autour de nous tout un tas de forces qui nous permettent d'avancer sur cette transition environnementale. Donc pragmatique et rapide, c'est ce qu'on a choisi de faire, c'était notre axe. Ça veut dire quoi d'une façon pragmatique? C'est 180 millions d'euros investir en 2 ans dans la transition environnementale, ce qui est un chiffre énorme pour une boîte qui fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire, une fois de plus, sur les technologies, plutôt des technologies éprouvées.
On a fait le choix de ne pas être les gens qui allons innover, mais plutôt des technologies éprouvées et qui fonctionnent, en essayant de phaser ces investissements. On a préféré acheter notre navire neuf au GNL en Italie plutôt qu'en Chine, parce que toujours pareil, par rapport à nos valeurs sociétales, on préférera acheter en Europe qu'acheter en Chine. On sera plus à l'aise pour travailler avec un chantier qui est à 1 heure d'avion de chez nous plutôt qu'un qui est à 12 heures. Donc on essaye de phaser tout ça avec ce rythme et avec cette ambition. Les obstacles auxquels on fait face, c'est clairement des changements de loi qui, à mes yeux, sont trop rapides. Je veux dire, l'emballement de la demande environnementale est tellement important que nous avons l'impression parfois que les décideurs veulent aller à l'innovation la plus récente, à la prise de décision la plus récente. Et nous, quand on investit pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc on a besoin malgré tout de stabilité et de pas de temps dans les décisions environnementales qui soient sur le bon rythme. Ça, c'est une contrainte que l'on a, parce qu'on se dit, est-ce qu'on prend la bonne décision? Est-ce que dans 4 ans, il n'y a pas une nouvelle loi qui va sortir, qui va nous opposer à un truc encore nouveau, qu'on aurait dû anticiper maintenant, etc. Malgré tout, on a pris le parti d'avancer, parce qu'on est guidé d'abord, c'est ce sur quoi je voudrais insister principalement, on est d'abord guidé par cette vision globale qu'on a de notre entreprise, plus que par les impositions réglementaires que l'on peut avoir. Donc finalement, pour une entreprise qui a juste 5 ans, on en est pour l'instant à une des rares à avoir réussi ce mix énergétique entre 3 navires connectés à quai, 5 navires avec du traitement de fumée, un navire commandé au GNL, un investissement quand même assez massif en 3 ans, sur ces sujets-là. Et la conséquence de tout ça, c'est comme on porte cette transition environnementale comme étant un des piliers de notre vision d'entreprise, et bien on arrive à liguer autour de nous tout un tas de partenaires, des fameuses parties prenantes que peuvent être des banques, des assureurs, les autorités maritimes, des chantiers qui ont confiance en ce qu'on fait, qui nous permettent d'avancer. Avec, une fois de plus pour conclure, un risque important sur la crainte qu'on a que les règles évoluent trop vite, que les règles changent trop vite et que l'on n'arrive pas à finir un projet pour en attaquer un autre. C'est un peu la principale difficulté autour de laquelle on fait face. Et malheureusement, il faut bien aussi être conscient de ça. La crise Covid dans le monde du transport de passagers va laisser des traces et ça va sûrement décaler une partie des investissements environnementaux, quelle que soit notre volonté, parce qu'au bout d'un moment, vous êtes rattrapé par le fichier Excel et le compte des résultats. Et donc, on craint aussi que le Covid ait a eu des impacts cash chez nous, sûrement moins chez nous que chez d'autres, mais chez nous aussi, et pourrait décaler certains de nos investissements. Voilà. Changement des règles, impact Covid, c'est les 2 sujets qui vont être compliqués à gérer pour nous dans le futur. Ce navire 9 GNL, et comme montré dans le diaporama, il est bien attendu du coup pour 2022 je devais partir ce soir pour aller voir le chantier. Il se construit très bien, il sera mis à l'eau en septembre et 1 an plus tard en service normalement. Donc crise Covid ou pas crise Covid, nous n'avons rien changé. Ce qui est un sujet important d'ailleurs pour nous, c'est que pendant l'année 2020, on a choisi de ne pas changer l'ensemble de nos investissements environnementaux. On avait des investissements qui étaient partis, le navire neuf au GNL. On finissait la mise en place de l'électrification à quai de navire. On était en plein milieu de chantier pour la mise en place de scrubber qu'on aurait pu arrêter. Et on a choisi d'aller au bout de tout ça pour finir cette première phase et passer quoi qu'il arrive. Parce qu'on a foi dans l'avenir et on se dit que de toute façon nos valeurs sont plus importantes que le reste. Donc on y va et on a continué d'y aller. Oui, tout ça n'est pas des annonces factices, ce sont des installations qui sont en place ou que l'on verra en mer dans 1 an et demi maintenant. D'accord. Je vous propose, Monsieur Hadjadj, de continuer effectivement cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc moi, je vais vous parler de 2 sujets principaux. Tout d'abord, le passage au fioul low sulfure suite à la réglementation du 1er janvier 2020. Et ensuite, donc avec ses effets sur le marché shipping. Et ensuite, je vous parlerai des dernières mesures mises en place par l'OMI en termes de réduction d'empreinte carbone pour le monde du shipping. Je voudrais juste revenir un petit peu en arrière. Donc 2 ans plus tôt,
En 2019, avec Arnaud Gibret, mon confrère de chez Allianz à l'époque, nous avions préparé à la demande de la FFA un guide de conformité à la réglementation 2020 sur les fuels low sulfure. Ce guide avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, présenter les changements qui allaient impacter le marché du shipping, présenter les solutions de conformité qui étaient disponibles pour les armateurs, identifier les risques associés à chacune de ces solutions, comme l'usure, le grippage de pompe, on en parlera un petit peu après. Et enfin, préconiser les mesures de prévention qu'il convenait de mettre en place pour avoir une transition la plus souple possible et être le moins impactant pour les armateurs et pour les assureurs aussi, principalement sur les changements de fuel et sur les installations scrubber. Donc les moyens, très rapidement, les moyens qui étaient à disposition en 2019 pour être prêts 1er janvier 2020 étaient tout d'abord l'installation de dispositifs de séparation, de nettoyage des gaz d'échappement, qu'on appelle plus communément les scrubbers, l'installation au neuvage de motorisations qui consomment du gaz naturel liquéfié, neuvage parce que les rétrofits de navires existants étaient très onéreux et souvent pas très rentables pour un armateur et pas toujours techniquement faisables, donc ça concernait principalement les constructions neuves. Et enfin, la solution la plus simple, car nécessitant peu de transformation, voire pas du tout, consommer des carburants conformes dont l'indice de soufre était inférieur à 0,5%, comme le prévoyait la réglementation. Donc, sans grande surprise, qu'est-ce qui s'est passé à partir du 1er janvier? Ce qu'on a constaté au cours de l'année, c'est que majoritairement, les armateurs se sont tournés vers les fuels conformes, qu'on appelle de manière générique les VLSFO, les Very Low Sulfur Fuel Oil. Donc, ce sont tous les fuels en deçà de 0,5% de soufre. 5% de la flotte mondiale est aujourd'hui équipée de scrubbers. On constate un pic dans l'installation de ces équipements en 2019. Avec environ 2/3 de systèmes qui sont en boucle ouverte. Et également quelques navires propulsés GNL. Donc on en comptait à peu près 170 en 2020, avec un carnet de commandes des chantiers qui était en augmentation constante. Donc les premiers constats, 1 an et demi s'est passé maintenant, mais on a eu déjà quelques premiers constats, des éléments d'appréciation avec une étude, un survey mené par le BIMCO, la Chambre internationale de shipping, Intertanko et Intercargo, qui a réalisé un survey auprès de 192 de ses participants dans le but d'avoir une idée, une image de ce que les armateurs dans l'action avaient vraiment subi sur les 6 premiers mois. Donc c'était toute une série de questions qui traitaient de la disponibilité des carburants, parce que c'était un sujet qui était craint en 2019. Est-ce qu'on aura assez de carburants conformes pour tout le monde? Sur la qualité des produits et sur les expériences qui peuvent être connues, et en particulier les mauvaises expériences, toutes les difficultés. Ce qu'il en est ressorti principalement de ce sondage-là, c'est que 62% des répondants ont noté et ont reporté qu'ils avaient remarqué une augmentation de formation des boues dans les circuits de combustible, ce qui est un point très important et ce qui est conforme aussi avec ce qu'on a pu constater en parlant avec certains de nos clients ou les relations shipping. C'est un constat qui a été assez unanime dans la profession. Ensuite, autre chiffre important, 53% ont déclaré avoir connu des analyses de carburant qui étaient hors spécification. Alors là, il ne faut pas se méprendre, ce n'est pas 53% des analyses dans leur globalité qui étaient non conformes, c'est que sur les 192 participants, il y a 53% des gens qui ont rencontré au moins une fois un cas où une analyse n'était pas conforme à la norme donc ISO 9217, qui est la norme qui fixe les spécifications du carburant marin. 32% ont signalé avoir rencontré des phénomènes de solidification de fuel. On avait des fuels qui étaient plus paraffiniques à partir de 2020. Et donc, ce sont des situations où la paraffine s'est cristallisée, le fuel s'est solidifié, bloquant les circuits de combustible. Et enfin, 18% annonçaient des phénomènes de grippage de pompe à injection. Ça, ce sont des scénarios qu'on avait balayés aussi dans le guide de préparation à la conformité. Sur la droite, vous pouvez voir un diagramme
qui précise en fait les paramètres qui ressortent le plus dans les analyses de fuel qui étaient en dehors de la spécification. Ce qui ressort de manière la plus évidente, ce sont deux paramètres. Le premier, c'est le soufre, qui, techniquement parlant, n'a pas été un problème, mais plutôt sur un aspect réglementaire, car il était interdit de consommer des fuels au-delà de 0,5%. Et le deuxième paramètre qui ressort de ce sondage-là, ce sont les sédiments. En fait, c'est le paramètre qui va guider, qui va déterminer la propension du fuel à être instable dans le temps. C'est-à-dire que c'est un paramètre chimique, c'est un test qui permet de dire si le fuel va être stable ou non, donc, et qui peut résulter en formation de boue, comme on le voit dans les 62%. Donc voilà, donc ça c'est un survey qui a eu lieu sur les 6 premiers mois. Un nouveau survey est en cours qui permettra de voir s'il y a une stabilisation du marché, si les problèmes se sont résorbés, parce que évidemment les marins se sont aussi un petit peu aguerris et maîtrisent de mieux en mieux toutes les techniques de traitement de carburant à bord. Ici, ce sont là, on va plutôt parler de la conformité des fuels. Ce sont des chiffres qui sont reportés par le laboratoire Verifuel de Bureau Veritas, qui sont assez intéressants parce qu'ils nous permettent de constater qu'à partir du mois de février 2020, les fuels se sont stabilisés avec à peu près plus de 90-95% d'échantillons de fuel qui étaient conformes. Donc c'est un très très bon score. En janvier, on était vraiment dans la charnière, mais dès le mois de février, on a atteint des niveaux de conformité qui étaient très bons, ce qui n'empêchait pas les problèmes que les marins rencontraient jour après jour, mais malgré tout, les carburants étaient conformes à la norme, avec un petit focus en bas à droite sur le graphique out of spec, qui en fait indique les paramètres qui ressortent également dans cette étude laboratoire Verifuel. Quels sont les paramètres qui ressortent le plus hors spécification, à savoir, encore une fois, le soufre et les sédiments. Alors, ces fuels-là, ils ont une particularité qui était anticipée aussi, mais ça s'est confirmé, c'est qu'il existe une fluctuation, enfin une variation de qualité de ces carburants VLSFO qui est très très grande. Ils sont tous très différents en termes de viscosité et de densité, ce qui implique à bord un management très strict de traitement des carburants, en particulier au niveau de la gestion de la température, parce qu'à l'entrée du moteur, le carburant il a toujours la même viscosité, et quand vous avez un fuel qui est beaucoup plus visqueux qu'un autre, il faudra le chauffer plus. Donc tout ça, c'est une gestion à bord à laquelle il a fallu s'habituer. Ici, vous avez 6 graphes qui fournissent les informations sur 6 suppliers de fuel. Donc, ce sont des graphes avec en abscisse les échantillons qui sont pris et analysés, et en ordonnée la viscosité à 50 degrés. En fait, vous voyez très bien, de manière très très claire, que d'un port à un autre, d'un lot à un autre, d'un fournisseur à un autre, vous pouvez avoir des variations vraiment énormes, et qui peuvent ensuite se traduire à bord par des problèmes de fuel qui ne seront pas compatibles les uns avec les autres et créer tous les phénomènes opérationnels que les armateurs ont dû subir. Donc voilà, ces fuels, en fait, faut se rendre compte qu'en 2019, pour fournir, pour atteindre les 0,5%, il a fallu faire beaucoup de mélanges de fuels lourds avec des fuels légers, des coupes avec des solvants, tout un tas de produits chimiques. Et ce qu'on a récolté n'était pas toujours très vertueux. Enfin, on s'est retrouvé avec des fuels qui pouvaient être conformes à la norme ISO 8217, sans pour autant qu'on puisse tracer tous les contaminants qui peuvent faire suivre après quelques difficultés dans le monde opérationnel. Donc important aussi, c'est de comparer, parce qu'on parle des fuels de 2020 pour lesquels on sait que voilà, il y a une grande variation de gamme et de qualité. Mais qu'est-ce qu'on avait en 2018 ? Donc ça, c'est le travail qu'a mené le comité ISO sur plus de 100 000 opérations de soudage, où en fait, ils ont ciblé plusieurs critères pour voir comment les fuels ont évolué en 2020.
Et ce qui ressort de manière assez claire, c'est que sur ce qu'on appelle les cold flow properties, c'est les propriétés d'un fuel à se solidifier, c'est-à-dire que les fuels aujourd'hui étant plus paraffiniques, ils vont pouvoir se figer à une température relativement haute, qui était beaucoup plus basse dans les fuels qu'on a connus avant. Donc ça nécessite une gestion très très fine. Et on constate sur ce point-là qu'en 2020 par rapport à 2018, on a environ 9 fois plus d'échantillonnage de fuel avec des caractéristiques qui peuvent mener à ce genre de problématiques de figeage et de cristallisation des paraffines. S'agissant des sédiments et donc la tendance à l'instabilité, idem, on a, bien que ce soit assez faible, vous voyez, on a 0,7% de fuel qui sont dans une fourchette qui est non conforme sur les échantillons de 2020, contre 0,09 en 2018, ça fait quand même 7 fois plus d'échantillons qui ont cette tendance à l'instabilité. Et enfin, les fines catalytiques, ces fameux cat fines dont on a beaucoup parlé et qu'on a craint aussi à une époque en 2019, on s'était dit, on a entendu, on a lu beaucoup de choses de spéculation en disant ça va être de la catastrophe, il va y avoir des cat fines partout, on ne saura pas les traiter, on ne saura pas les filtrer. Et en fait, il se trouve que dans les résultats du comité ISO, on a environ 7 fois moins de fines catalytiques dans les fuels 2020 que dans les fuels qu'on pouvait avoir sur le marché en 2018. Donc un petit point sur les scrubbers. De notre côté, nous, on a constaté très peu d'accidents. On en a répertorié peu. Donc c'est une très très bonne nouvelle. On relativise un petit peu ces chiffres-là parce que bon, on a un peu moins de retours de la part de nos contacts sur ces équipements, et on pense qu'il y a un retour sur le vieillissement. Enfin, il y a un retour qui est encore assez faible sur le vieillissement de ces installations-là. Étant donné qu'il y a une grosse partie qui a été installée en 2019. Voilà, on observe un petit peu le marché pour voir comment ça se comporte, mais jusqu'à présent, on n'a pas subi de problème, ou en tout cas pas de problème majeur. Donc les navires les installations installées en 2019, ça veut dire que les premiers navires vont faire leur visite de coque cette année ou l'année prochaine, donc on n'a pas encore une visibilité très claire et très complète. Et juste pour information, on constate un durcissement progressif des règles nationales sur l'usage des scrubbers à boucle ouverte. À ce jour, 23 États et 71 ports ont décidé d'interdire les rejets dans leurs eaux territoriales ou dans leurs eaux portuaires. Donc, comme conclusion partielle sur le cap de l'eau sulfure, globalement, on peut dire que la transition, alors on ne peut pas dire qu'elle s'est faite facilement parce qu'on sait que pour les armateurs, ça n'a pas été le cas et ça a été difficile et ça l'est encore. Ils en bavent toujours à ces problèmes de gestion. Fort heureusement, ça s'est passé un peu moins pire que ce qu'on avait prévu et ce qu'on avait craint en 2019. On n'a pas eu à faire face à des incidents majeurs, à des pollutions majeures, parce que derrière un blocage de pompe, il y a la casse du moteur qui peut valoir très très cher, mais il y a aussi l'échouement, les impacts sur l'environnement. Tout ça, on n'a pas eu à faire face à ce genre de situation-là. Donc c'est quand même, ça c'est un point positif. Donc pas de pic de sinistralité. Les problèmes de fuel, c'est des problèmes qui existent depuis très très longtemps. Quand vous observez, quand vous lisez les rapports d'activité des crosses, vous voyez que 50% des avaries qui sont signalées par les navires au cross concernent des problèmes sur les circuits de combustible. Donc c'est vraiment un point qui n'est pas nouveau. Donc le cap franchi sans incident majeur, néanmoins avec un stress permanent chez les assurés, chez les armateurs. Donc un challenge pour ces gens-là. Une vigilance accrue doit être maintenue, notamment sur la surveillance des produits, sur les bulletins d'alerte qui sont émis par différents organismes comme le Lloyd's. Il y a des publications CIMAC aussi, des organismes qui publient beaucoup et qui renseignent et qui donnent des informations très très intéressantes pour le monde du shipping. Et enfin, on ne peut que préconiser le maintien des bonnes pratiques qui a déjà été mis en place chez les clients, chez les armateurs, mais à maintenir l'effort en termes de ségrégation des caisses, parce qu'on ne mélange pas, du moins on l'évite fortement, des analyses, de l'échantillonnage en nombre suffisant,
et surtout et aussi renseigner les informations correctement quand les gens reçoivent des échantillons, que la traçabilité soit possible entre la documentation écrite et les échantillons physiques dans le cadre des recours qui pourraient être menés. Ça, c'est très très important. On se rend compte souvent que ce qui bloque, c'est parce qu'on n'arrive pas à tracer suffisamment correctement, et du coup, ça marque un point de rupture. Donc voilà pour le carburant. Donc la page du lot au sulfure n'est pas refermée, mais il faut déjà s'attaquer aux gaz à effet de serre et aux réductions de CO2, qui n'est pas un sujet nouveau non plus, mais qui se durcit fortement et pour lequel il y a eu des nouvelles comment dire, pas des nouvelles consignes, mais des nouvelles règles. Donc très rapidement, les objectifs de l'OMI sur ce sujet-là sont éliminer progressivement les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime, avec deux objectifs intermédiaires. Tout d'abord, réduire les émissions de CO2 d'au moins 40% d'ici 2030, et avec une réduction espérée de 70% d'ici 2050. Tout ça par rapport aux chiffres de 2008, et avec une volonté de réduire le volume total d'au moins 50%, donc pour les émissions de gaz à effet de serre, en 2050. Donc voilà, tout ça, c'est pas nouveau. En 2013 déjà, des systèmes avaient été mis en place, enfin, des normes et on a commencé à s'intéresser au rendement énergétique des navires de commerce. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2013, tous les navires, toutes les constructions neuves ou les navires pour lesquels un ordre de construction avait été placé, on a dû calculer l'index de rendement énergétique, donc qui est un calcul théorique basé sur les caractéristiques du navire et ses équipements et le combustible qu'il va utiliser. Et on devait comparer ce chiffre-là avec des courbes de référence qui figurent sur le petit graphe à droite. Donc ces courbes de référence qui étaient établies par phase 0, 1, 2 et 3. Donc chaque phase correspondait à une période de construction, avec une anticipation de l'OMI qui appliquait un facteur de réduction des émissions tous les 5 ans de l'ordre de 5 à 10%, en spéculant sur les progrès faits dans la construction navale, sur l'hydrodynamisme des coques, sur le rendement des moteurs qui serait de mieux en mieux. Donc voilà, dès lors que le calcul de rendement était inférieur à la courbe de référence, le bateau pouvait être certifié et avait ses certificats complémentaires à la convention MARPOL. Ensuite, pour tous les navires existants, ce principe-là n'a pas été adopté, mais on a mis en place, enfin l'OMI a mis en place un plan de gestion de rendement énergétique, qui est un plan propre à chaque navire dans lequel on écrit les objectifs de réduction, comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce qu'on le mesure, comment est-ce qu'on fait un reporting. Donc c'est des réductions de vitesse, c'est de la gestion de la propulsion électrique optimisée, c'est du routage météo, tout ça en vue de consommer moins pour émettre moins. Aujourd'hui, il y a eu des changements assez récents. L'OMI a clôturé le 76e comité de la protection du milieu marin le 17 juin, donc c'est tout frais. On commence à en parler beaucoup dans la presse spécialisée. Donc, au cours de ce comité, il a été décidé des mesures à court terme, donc à horizon 2026. Ce qui a été décidé, c'est une combinaison d'approches techniques et d'une approche opérationnelle. Une approche technique avec un index de rendement énergétique pour les navires existants cette fois-ci, donc pour tout le monde, et une approche plus opérationnelle qui est l'adoption d'un indicateur annuel d'intensité carbone. Donc sur ces deux parties, donc le EXI, donc c'est ce nouvel index de rendement énergétique qui sera applicable à partir de 2023. Donc c'est exactement la même chose, enfin c'est très proche de ce que c'était le EDI pour les navires neufs en 2013, mais pour tous les navires de plus de 400 UMS, et ce qui prendra effet en 2023. Donc il y a des solutions qui ont déjà été suggérées, comme la limitation de puissance, donc les fuels alternatifs, les modifications de design, les énergies du vent. On voit de plus en plus de projets de navires équipés de voiles gonflables, d'ailes de kitesurf, de rotor sail, tout ça dans le but d'économiser quelques tonnes de fuel et optimiser le rendement énergétique des navires, et ce qui peut permettre aussi de passer sous la courbe de référence pour être conforme à la réglementation. Selon le DNV,
il est considéré qu'à peu près 30 000 navires devront prendre des nouvelles mesures techniques pour satisfaire à la réglementation. Tous les navires récents, en gros, pour eux, ça devrait se passer relativement bien. Pour les vieux navires, ça sera un nouveau défi, un nouveau challenge pour les armateurs qui vont devoir faire des modifications, des investissements avec une vision à court terme, donc ça va être compliqué pour eux. Mais il va falloir se plier à cette règle-là, et tout en tenant compte d'un contexte économique qui est difficile. Donc ça, c'était pour le premier volet. Et le deuxième volet, c'est donc l'évaluation de l'intensité carbone, qui concerne les navires un petit peu plus gros, donc 5000 UMS, pour lesquels on va faire de la collecte de données. Alors là, ce n'est pas un calcul théorique, ce n'est pas un calcul que l'on va faire propre au design du bateau. En fait, on va collecter ce que le navire émet, et on va faire un ratio de la masse de CO2 qu'il émet sur sa capacité par la distance qu'il aura parcourue. Et tout ça, ça va être calculé, et ça va faire ressortir une notation entre A et E. Ça sera un peu la vignette critère que vous avez sur votre voiture, sauf que ça va changer tous les ans. Et les navires les plus vertueux, avec un rendement le meilleur, seront notés A, ensuite B, et ainsi de suite. Avec C, la note transverse, qui est la note mini. En deçà de la note C, il y aura des plans de correction à apporter pour pouvoir satisfaire. Donc ça, c'est tout récent. Et donc c'est pareil, ça rentrera en application en 2023. Et il est également prévu un plan de développement renforcé pour le rendement énergétique. Juste un petit mot, c'est que les objectifs fixés par l'OMI, là, à court terme, sont de 11% de réduction à horizon 2026. Après 2026, on ne sait pas ce qui sera décidé, donc ça reste une grosse incertitude pour les armateurs qui n'ont pas, qui vont avoir besoin de faire des choix avec les yeux partiellement bandés. Et dernier point, voilà, c'était important de parler aussi de la contribution des ports, parce qu'on parle beaucoup des armateurs, mais les ports doivent aussi s'y mettre et participer aussi, aider à la décarbonation. Donc on en a parlé avec Pierre-Antoine, l'électrification des quais, qui se développe de plus en plus. Certains ports rentrent dans des programmes volontaires comme l'index environnemental de navires, qui est un programme qui incite les armateurs à émettre moins avec des avantages commerciaux, et le label Green Marine, qui concerne non seulement les navires, les armateurs, mais également les ports. Et voilà pour cette partie. Effectivement, le timing est parfait. On tient le timing. Merci à vous pour vos présentations complémentaires. J'en profite juste pour passer un petit appel avant de vous laisser la parole, Monsieur Lozac. Effectivement, le public peut participer. On est en fin de journée, donc assez traditionnellement, même quand on est en présentiel, on a parfois assez peu de participation. Mais n'hésitez pas, c'est le bon moment pour poser des questions. Allez-y. Oui, donc merci. Donc en guise de conclusion, je pense qu'il faut souligner que le monde maritime a pris pleinement conscience des enjeux environnementaux aujourd'hui. Il faut saluer nos clients armateurs qui mettent en place toutes ces solutions. Et Pierre-Antoine l'a souligné, c'est des normes qui évoluent très vite. On voit le 16e comité nous donne des horizons 2023-2026, c'est demain, et ça change. Et à l'horizon 2030, ça peut encore changer. Donc il faut vraiment saluer les armateurs dans leur démarche environnementale. C'est une démarche complète du monde maritime, les assureurs y participent également, et du côté des assureurs, nous on scrute vraiment ce qui va se passer dans les prochaines années, puisque ce sont des technologies innovantes, technologies nouvelles, on n'a pas de retour de vieillissement, donc c'est vraiment l'enjeu aussi bien pour nos clients armateurs que pour nous assureurs, pour les années qui viennent. Alors du coup, je vais en profiter pour poser des questions, parce qu'effectivement, vos interventions en ont suscité quelques-unes. Par exemple, vous citiez, Monsieur Hadjadj, effectivement, les problématiques rencontrées, du coup le fait que les équipages étaient de plus en plus aguerris aussi, mais quelles sont du coup les problématiques en matière de l'eau sulfure qui vont persister potentiellement, effectivement, dans les années? Quelles sont les problématiques qui risquent d'être le plus problème, persistantes? c'est que tant qu'on aura des fuels qui vont varier énormément. Vous savez, en 2018, les bateaux qui consommaient du fuel lourd, ils consommaient, on disait, du 180 ou du 380, c'est du fuel assez visqueux, et ça représentait à peu près 75% de l'offre et de ce qui était consommé.
Donc on pouvait facilement mélanger deux carburants de densité et de viscosité similaires sans qu'il ne se passe rien, et ça se passait très bien, et ça a été fait pendant longtemps. Aujourd'hui, il y a de telles disparités et de produits qui sont insérés dans les formulations que le faire comporte un risque très très grand. Et tant qu'on aura des produits qui seront variés, peut-être qu'on ira vers une stabilisation, vers une uniformation, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la situation du 1er janvier, c'est encore la situation aujourd'hui, et je pense que ça va perdurer un petit peu et qu'on aura du mal à avoir des produits beaucoup plus uniformes comme c'était le cas avant, au moins dans un avenir proche. D'accord, donc effectivement, une problématique persistante. Et puis on a la chance effectivement d'avoir un armateur autour de la table. On parlait de l'installation des scrubbers. Selon votre expérience, quelles ont été les problématiques particulières rencontrées justement à l'installation des scrubbers? Qu'est-ce qui a été particulièrement compliqué ou pas? Alors on a eu deux types d'installations. Nous, on a eu des navires qu'on a affrétés sur lesquels les scrubbers étaient installés, récemment installés, et on a eu des navires sur lesquels nous avons installé nous-mêmes des scrubbers. Quand nous avons fait nous-mêmes des installations de scrubbers, c'est-à-dire la même technologie, 3 fois dupliquée sur nos navires, on n'a eu absolument aucun pépin. Tout ça est allé assez vite finalement. Sachant qu'on en est à la première phase d'installation de nos scrubbers, pour l'instant on fonctionne en boucle ouverte. Et notre plan, c'est un phasage pour passer plus tard en boucle fermée. Donc on est sur la solution la plus simple. Et par contre, comme ce sont des technologies qui sont assez récentes, qui parfois ont été mises en place un peu à la va-vite, à droite à gauche, parfois vous arrêtez de navires dont les scrubbers ne sont pas entièrement réceptionnés et vous passez un petit peu de temps, vous passez 6 mois, 1 an à finir de réceptionner tout ça, à finir de le faire marcher. Alors des problèmes de corrosion qui sont apparus sur certains navires, des problèmes de redondance d'équipement qui n'étaient pas suffisants sur certains autres. Mais ça fait partie de la courbe d'apprentissage et maintenant avec 5 navires scrubbés, on commence à avoir une certaine connaissance, certains réflexes et ça se passe plutôt bien. Mais en effet, quand on maîtrise nous-mêmes en amont et qu'on met nous-mêmes des technologies qu'on a choisies, c'est franchement beaucoup plus simple. Et je fais face à ce que vous disiez, votre intervention était complémentaire à la mienne, dans le sens que vous avez vu que la réglementation évolue assez vite. MEPC 76, ça a 1 semaine. Ça a 10 jours, et clac, on a de nouveaux challenges qui arrivent pour une échéance 2023-2026 qui est très rapide, qui va aller très vite. Et donc cette problématique d'arriver à suivre le rythme, et parfois que le rythme s'emballe un peu trop, c'est vraiment une problématique importante. Avec toute la bonne volonté qu'on a, c'est parfois difficile d'arriver à suivre franchement le rythme des nouvelles impositions. Et puis vous citiez effectivement des investissements qu'il allait peut-être falloir décaler. Comment on fait les arbitrages dans ce cas-là quand la réglementation avance aussi vite et qu'on doit freiner? Eh bien, les arbitrages vont devenir complexes au bout d'un moment parce que les contraintes augmentent. Le Covid a vidé les caisses. Donc il va falloir qu'on arrive à arbitrer tout ça. Alors on a la chance en France d'avoir un mouvement qui a été lancé, qui est le Fontenoy du Maritime, duquel on attend quand même beaucoup en termes d'accompagnement de l'ensemble de ces sujets, à la fois la défense du marin français et l'accompagnement de la transition environnementale. On saura en septembre à quoi ressemblent les conclusions du Fontenoy du Maritime, et on est assez impatient à vrai dire. Et donc la boucle est bouclée effectivement. Merci beaucoup messieurs, puisque nous avons commencé cette journée en parlant du Fontenoy du Maritime. Donc la première journée effectivement du rendez-vous Paris Mat est terminée. Merci à vous. Et on se retrouve demain à 10h pour la traditionnelle présentation des chiffres du marché. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.